La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. J'espère que vous allez bien. Oui. Super. Chers intervenants, chers invités, bienvenue à notre premier événement concernant l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Nous espérons que nous vous remercions d'être présents et nous espérons que vous puissiez en apprendre davantage afin de faciliter votre intégration dans notre pays. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'organisateur de cet événement. Je vous demanderai de se lever debout, M. Sostem Samba, s'il vous plaît. M. Samba, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque M. Samba va venir faire un mot de remerciement. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Mélanie Lessard, qui est québécoise, qui provient d'un petit village à Moxie, qui est à Sept-Évexty-des-Monts. Et je suis une entrepreneure en gestion, en chargée de projet dans le domaine de l'éducation et de la culture. Et je suis aussi employée dans le domaine de l'éducation. Mon ancêtre se nomme Étienne de Lessard, est né en Normandie, en France. Il a immigré ici en 1646. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert ça sur mon histoire. Et depuis ma naissance, je m'adapte à la société américaine qui est en constante évolution. Un peu comme vous, je dirais. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice comme j'ai appris lors de mes séjours en terre africaine, parce que je suis allée quelques fois en terre africaine. Je vous demanderai de vous lever debout et de vous tourner vers votre voisin et de créer un lien avec celui-ci sous forme de salutation. Allez-y. Et de loin, on fait ça, là. De loin, On peut faire mango coton, mango coton. Oui, c'est ça. Vous pouvez vous rasseoir. Comme vous voyez, c'est un petit exercice qui engendre la conversation. Donc, je vous inviterai vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de continuer votre social avec les gens. Et je vous inviterai aussi à continuer les salutations avec les gens, autant les Québécois que toutes les autres personnes que vous rencontrez ici. Je trouve que c'est tellement important pour créer des liens ensemble, pour pouvoir avancer ensemble. Pour ma part, cette partie c'est terminé. Moi, je vais céder la parole à une personne qui va poursuivre avec vous pour présenter les intervenants qui sont ici présents. C'est un homme qui vient de Haïti. Il a immigré ici il y a 7 ans. Il a fait ses études en droit dans son pays et en politique et en économie à l'Université de Montréal. Il est entrepreneur, il travaille à la ville de Montréal et il est aussi blogueur et journaliste. Je vous inviterai à l'accueillir chaleureusement, M. Télésphore. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Nous vous demandons de bien vouloir vous installer parce que ça va décoller. Notre programme se divise en 4 parties. Qui va être réparties en 15 minutes par intervenant, 15 minutes de questions et réponses, de présentation et de questions. 15 minutes de questions, 5 minutes de questions et réponses. La première partie, avec la première partie, on va commencer. C'est notre premier orateur, c'est M. Georges Goma. Gakissa. Voilà. Gakissa, immigré d'origine congolaise et professeur d'université au Québec. Sociologue. Alors, je suis donc sociologue. Je suis d'origine africaine, congolaise en particulier, et ça fait 30 ans exactement que je suis parti du Congo.
J'ai fait mes études supérieures en France, où j'ai obtenu mon doctorat. J'ai enseigné là-bas aussi pendant 14 ans. Je suis allé aux États-Unis, en Californie, où j'ai passé 4 ans également d'enseignement et de recherche. Et depuis 7 ans, je suis ici au Québec, la terre d'élection. Donc, vous comprenez très bien qu'avec tout ce parcours, je suis l'exemple ou le modèle d'un immigrant parfait. Pour avoir, n'est-ce pas, ces 3 espaces, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique maintenant. Alors, j'ai préparé quelque chose sur le potentiel des phénomènes migratoires. On parle souvent des immigrants ou de l'immigration, mais il faut parler aussi des émigrés. Les émigrés, l'immigration, ceux qui viennent de quelque part, viennent dans un pays, c'est des immigrants. Et ceux qui partent de ce pays pour aller travailler ailleurs aussi, c'est des émigrants, ils sortent du pays. Donc il y a ces 2 aspects qui font des phénomènes migratoires. Alors, je ne veux pas rentrer dans la gestion de l'immigration. Ce que j'ai préparé, c'est pour montrer le potentiel de l'immigration. C'est-à-dire la dynamique même de l'immigration, parce que depuis la nuit des temps, les sociétés ont toujours vécu les phénomènes migratoires. Depuis très longtemps. On ne peut pas voir une société aujourd'hui qui n'ait été touchée par ces phénomènes de migration. Alors, l'enjeu, on va rapidement parler d'enjeux migratoires. C'est quoi? Pourquoi les gens se lèvent pour partir ailleurs? Et nous sommes au Québec, évidemment, qui nous a reçus. Évidemment, on va voir dans quelle mesure aussi le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord, disons l'Amérique tout court, est aussi marqué par les phénomènes migratoires. Le potentiel, voilà, ça j'ai déjà parlé. Et puis il y a quelque chose où je vais passer plus de temps, c'est la démographie socio-économique du Québec. Et parlons du Québec parce que nous sommes ici au Québec, mais c'est valable ailleurs. On va passer à Maître Noël Saint-Pierre, qui est avocat au barreau de Montréal. Il y a de choses qui sont peut-être mal connues. Le gouvernement fédéral, l'an dernier, a fait énormément de propagande, et je pense que le terme est correct, pour décourager les gens à traverser la frontière, en disant que si on n'était pas en danger de mort immédiat, on ne serait jamais accepté comme réfugié. C'est faux. Et c'est important de le reconnaître. Un réfugié, c'est une personne qui craint la persécution du fait de sa race, sa nationalité, ses origines ethniques ou religieuses, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social. Donc ça même, c'est beaucoup plus large que ça. Exemple, une femme qui subit de la violence n'est pas nécessairement en danger de mort immédiate. Et c'est clair qu'elle est en situation de vulnérabilité, elle est en situation. On va avancer. Maintenant, on va céder la parole à Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole de l'opposition officielle, Madame Carole Poirier. Je vous demande d'applaudir chaleureusement. Et je peux vous dire qu'après avoir entendu mes 2 collègues, je pense qu'on aurait dû les applaudir eux aussi. Je suis très heureuse d'être là à l'invitation et pouvoir partager avec vous la vision du Parti québécois au niveau de l'intégration des personnes immigrantes. En octobre 2016, le chef du Parti québécois m'a nommé responsable du dossier migration et communauté culturelle. Et j'avoue que ce n'est pas un dossier que je connaissais vraiment. Bon, je connaissais des gens de différentes communautés, mais ce que vient de partager Maître Saint-Pierre n'était pas des connaissances que j'avais en tant que telles sur les procédures au niveau de l'immigration, mais tout particulièrement au niveau des réfugiés. C'est un sujet que, oui, j'ai eu des cas dans mon bureau de comté, mais généralement, on les réfère au député fédéral. Ces cas-là, et ce n'est pas le Québec qui s'occupe des réfugiés, et bien le Canada qui s'en occupe. Cependant, lors de mon mandat au niveau comme porte-parole en immigration, eh bien, j'ai vécu ce que moi j'ai appelé la crise. Là-dessus, je la reprends à mon crédit à moi, la crise du chemin Roxham,
où on a eu un débordement total, non planifié, de 20 000 à 25 000 personnes qui ont traversé la frontière de façon irrégulière. Et là, il a fallu faire du vocabulaire. Parce que, comme moi avant, et j'ai appris beaucoup sur le tas durant cette période-là, on était devant un phénomène qu'on ne connaissait pas au Canada et au Québec, une arrivée massive de personnes qui arrivent comme ça de façon irrégulière. Alors, au début, ils étaient tous, non pas des irréguliers, mais des gens qui étaient tout simplement non voulus, non acceptés, et vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez derrière tous les mots, parce qu'on ne connaissait pas cette fameuse entente des pays tiers sûrs qui gouverne finalement nos relations en matière au niveau des réfugiés. Alors, il a fallu aller dans cette entente, voir qu'est-ce que ça voulait dire, et est-ce qu'on pouvait arrêter cette entente, parce que ce débordement qui arrivait aux frontières, dans des conditions sanitaires inacceptables, non dignes du Québec et du Canada, eh bien, il fallait faire quelque chose. Alors, moi, très rapidement, je suis sortie dans les médias en demandant qu'au moins des conditions sanitaires soient appliquées, parce qu'on avait 200-300 personnes dans une cabane à l'entrée du Québec, avec une salle de bain, et puis bon, des petits-enfants qui couraient un peu partout, et qui vivaient dans des conditions inacceptables. En cas, des conditions inacceptables pour nous au Québec. C'est pas comme ça qu'on veut recevoir, comme je dis, quand je reçois la visite chez nous, c'est pas comme ça que je la reçois. Alors, pour nous, c'était inacceptable, et on a vu après, très rapidement, moi je l'ai vu, le stade olympique être réquisitionné, c'est un symbole, le stade olympique être réquisitionné pour accueillir des milliers de personnes en hébergement. Heureusement, le Québec est doté d'excellents services en tant que tel, et nous avons fait face, à mon avis, à cette crise de façon efficace. Je le dis, on l'a fait de façon efficace, et moi j'ai été visiter le stade pour voir comment ça se passait, et c'était extraordinaire. Je vais vous dire, c'était quand même extraordinaire. Et finalement, on a vu tout au fil des mois cette crise se résorber en tant que telle, mais malheureusement, il y a encore bien des gens qui sont des victimes là-dedans. Et les victimes, ce sont ceux qui ont traversé la frontière en se faisant dire par d'autres personnes, probablement des passeurs, que finalement, le Québec, c'est extraordinaire, c'était merveilleux, puis que finalement, ils vont vivre une belle vie avec une maison, un métier, etc. Cependant, encore plusieurs milliers de personnes n'ont pas encore de permis de travail. Et ça, c'est inadmissible. Et là, il est là le problème. Et moi, je pense que l'intégration, la première intégration, elle se fait par le travail. Le travail dans la dignité. C'est la parole à M. Bertrand Onana qui va faire sa présentation. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être bref. J'ai été très sensibilisé par l'intervention de Madame la députée, parce que ça touchait de plein fouet en fait le sujet que je voulais brièvement aborder ici. Je voudrais parler en fait de mon propos. L'intitulé de mon propos, c'est vraiment l'intégration ou les difficultés d'intégration en fait des communautés immigrantes ici au Québec. Je veux principalement parler d'immigration qualifiée. Je fais allusion ici à toutes ces personnes qui viennent d'ailleurs, aussi bien de l'Afrique, parce que moi je suis d'origine africaine, je suis camerounais d'origine, qui viennent d'Afrique. J'ai effectué l'essentiel de mon cursus universitaire en France, où j'ai fait un cursus de sciences politiques et de relations internationales, et j'ai laissé une première année de thèse de doctorat à l'université de Lyon. Donc, je suis un pur produit de l'immigration. Je débarque au Québec en 2010 avec des idées plein la tête et vraiment la volonté de vouloir faire quelque chose et de réussir au Québec. Je suis tout à fait convaincu d'être à 200% francophone. Je n'ai absolument pas de problème au niveau de ce qui est de la langue française, donc du processus de francisation. À ce niveau, il n'y a pas de doute. Mais quand je fais une rétrospective 10 ans en arrière et que je me pose des questions, je me mets aujourd'hui dans la peau d'un immigrant qualifié, on se rend compte qu'en fait le bas blesse anguille sous roche. Je parle principalement de l'immigration qualifiée. Hein. Je ne vais pas entrer dans le débat parce qu'on a abordé, monsieur a eu l'occasion, et les autres panélistes aussi ont eu l'occasion de parler de sujets qui se rapportaient à l'immigration de façon globale. Mais moi principalement, en fait, je suis très honoré d'ailleurs de la présence d'un député pour que vous nous expliquiez un peu, et ça, je souhaiterais que ce soit aussi un échange informel avec le public, que vous nous donniez, vous éclairiez notre lanterne en fait sur
les propositions ou les mécanismes en fait que votre parti, parce que selon moi, les autorités politiques précédentes n'apportent pas de solution adéquate. En fait, il n'y a absolument aucune solution qui sont apportées. Pour être bref, selon moi, l'immigration qualifiée, quand elle débarque ici, au Québec, suit un parcours. Ça a été le cas pour moi. Il y a l'adhésion à la culture québécoise, dans laquelle je me retrouve sur plusieurs points. Il y a l'achèvement du processus de francisation, la bonne maîtrise de la langue française, et il y a aussi le niveau de diplôme. On parle de diplomation, je ne sais pas si le terme est juste, mais c'est à peu près ça. Alors, on a quasiment tous les atouts pour pouvoir réussir sur le marché de l'emploi. J'ai suivi votre intervention, vous avez parlé de certains domaines dans lesquels il serait judicieux pour les immigrants de s'informer au préalable avant de débarquer ici. Moi, je voudrais vous dire que ce travail, il est fait à la base. Moi, j'ai pris le temps, par exemple, de faire de la recherche. J'ai beaucoup d'amis, je peux d'ailleurs faire un petit sondage. On vous sortira une liste de plusieurs personnes, des personnes qui sont dans des domaines porteurs, des domaines de qualification, qui pourraient trouver leur place aussi bien ici à Montréal qu'en région. Mais une fois au Québec, une fois qu'ils se lancent dans le processus d'intégration, les difficultés, ils les rencontrent, les obstacles, ils les rencontrent et les embûches sont tout simplement nombreuses. On a l'impression qu'il y a une chape de plomb au-dessus de leur tête qui fait à ce que, premièrement, ils ne puissent pas accéder à l'emploi, parce que c'est ça la première barrière, trouver un travail. On leur brandira, pour ces personnes-là qui ont un certain niveau d'études, qui partent d'un baccalauréat, on leur dit très, très souvent qu'elles sont surqualifiées, et ça peut être un frein justement à leur intégration sur le marché de l'emploi. D'autres personnes n'arrivent pas à accéder à des emplois de pure responsabilité, et c'est aussi ça la difficulté. Donc, on ne comprend pas. Il y a des chiffres. J'ai essayé de jeter un coup d'œil en fait chez Statistique Canada. Une étude en fait sur le taux de chômage en fait révèle on a un taux de chômage global de 18% pour ce qui est de la population immigrée. Et si on essaie de faire une comparaison versus la population native, ce que j'appelle native, c'est les Québécois qui travaillent aussi au Québec ou de façon générale, le taux de chômage global il est à peine à 7%. Donc on voit qu'il y a une forte disparité entre les deux. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qui explique cette situation. Est-ce que ces personnes immigrées qui viennent d'ailleurs, que vous avez fait venir par un processus, par tout un parcours de francisation, de diplôme, qu'est-ce qui explique que ça ne puisse pas se traduire sur le terrain par leur embauche et la possibilité de leur ascension sociale? Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? C'est ça. Et les informations de Statistique Canada, en fait, c'est dans une fourchette de 5 à 10 ans. C'est sûr qu'au bout de la 10e année, le taux de chômage il est réduit, il retombe à 8%, mais il reste en deçà du 7% de taux de chômage de la population native. Donc, à un moment donné, on est à l'approche d'une échéance électorale. On aimerait vraiment que les autorités québécoises puissent prendre ce problème à bras-le-corps et nous dire un peu ce qui ne va pas. On va céder la place à M. Jean-Denis François, qui est journaliste et animateur à radio CPAM à Montréal. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je ne suis pas journaliste, moi je suis animateur d'une émission sur l'immigration et puis je suis consultant en immigration également. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça fait longtemps qu'on en fait, l'immigration. Depuis 14 ans, je travaille dans le domaine. Et quand M. Samba m'a parlé de ce sujet-là, ça m'a fait plaisir de participer. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par, parce que j'ai entendu plusieurs panélistes, je ne sais pas si avant moi il y a eu d'autres, mais j'aimerais dans ce premier temps regarder avec vous, par exemple, les causes, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on soit rendu là. Parce qu'actuellement, il y a un débat qui se fait dans la plupart des sociétés, je dirais, occidentales. On a l'impression qu'on voyait ce débat-là en Europe, surtout en France, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est transporté ici. On en parle. Pour devenir populaire, on va utiliser des termes contre l'immigration. Et avec ça, maintenant, on peut gagner des votes et puis on en parle comme ça. Alors que l'ONU nous dit qu'il y a déjà près de 62 millions de personnes qui sont en déplacement dans le monde. 62 millions, ce sont des guerres, ce sont des épidémies, des catastrophes naturelles, mais souvent les sociétés occidentales sont responsables
de ces déplacements-là. Qu'on se rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qu'on se rappelle ce qui s'est passé en Libye, en Irak, en Afghanistan, ça veut dire que ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un disait dernièrement avec raison, quand vous semez l'exploitation, quand vous semez le désordre dans un pays, vous allez récolter l'immigration. Ça, c'est inévitable. Alors, comme disait notre frère tantôt, oui, ce sont des situations qui se produisent et normalement, les gens doivent quitter parce qu'ils ne peuvent plus rester parce qu'on a détruit, on pourrait dire, leur chez-soi, on a détruit leur environnement. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les débats se font entre les partis politiques et surtout à l'approche des campagnes électorales. On a vu en Ontario dernièrement, et maintenant ça va se faire très bientôt au Québec, l'année prochaine au fédéral. Hier, il y a un article qui disait que Andrew Scheer, qui est le chef du Parti conservateur, pourrait gérer mieux la crise des demandeurs d'asile que Justin Trudeau, et avec ça maintenant, il pourrait être Premier ministre. Ça veut dire que celui qui peut gérer la crise des demandeurs d'asile peut devenir Premier ministre seulement sur ce point-là. Alors, pour montrer comment le sujet est passionnant et les gens en parlent, alors il faut ne pas oublier que ceci arrive à cause de ces problèmes dans ces pays-là et les gens arrivent. Maintenant, on a pris deux aspects, l'aspect des personnes qui font les demandes à l'extérieur, les personnes qualifiées et les gens qui arrivent, comme on dit, de façon irrégulière. Alors, il faut dire, surtout pour le Québec, depuis 2011, il y a un désordre dans le système d'immigration et on n'a rien fait pour corriger ce désordre-là. Alors que des gens qualifiés veulent venir ici au Québec, il y a un problème. On a commencé avec la question de langue, on impose des tests de français, on est d'accord, mais après ça, on a changé et en 2015-2016, on est venu avec le système en ligne. Pratiquement, combien de personnes ont créé leur profil et n'ont pas pu faire ces demandes-là. Et quand on va sur le site de l'immigration du Québec, on voit les statistiques. Quand on voit les personnes, les pays sources, on voit c'est la France, on voit les pays comme Hong Kong qui ne parlent pas le français, alors qu'il y a 54 pays qui parlent le français en Afrique. On voit que ces pays-là viennent après et il y a d'autres personnes qui arrivent. Alors, il y a un discours deux poids, deux mesures qui arrive. Oui, on veut que les gens arrivent de façon régulière, mais qu'est-ce qu'on fait pour les faire venir correctement? Rien du tout. Et une fois qu'ils viennent, ça veut dire qu'on se retrouve avec une situation, tantôt on a abordé la question, avec la question des fameux ordres professionnels. Alors, moi, depuis 2002, je suis ici. Moi, j'ai vu plusieurs gouvernements. C'est sûr qu'il y a eu moins de gouvernements du Parti québécois. C'est surtout les gouvernements libéraux qu'on a eu. Mais avec les fameux ordres professionnels qui représentent un État dans un État, personne ne peut rien dire à ces ordres professionnels. Ça veut dire que oui, on a eu par exemple un gouvernement de 18 mois de Pauline Marois qui a fait de son mieux. Moi, je me rappelle surtout avec les enfants qui étaient ici au Québec, qui ne pouvaient pas aller à l'école. Madame Marois a eu le mérite de faire ça, ça veut dire que c'est tout à son honneur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Dans le discours tantôt, Madame la députée nous dit qu'on va, par exemple, proposer qu'ils aillent en région. Mais la Charte canadienne des droits et libertés dit que la personne peut vivre dans n'importe quel coin. Elle n'est pas obligée d'aller en région pour trouver un travail. Elle peut trouver un travail aussi à Montréal, d'autant plus que ce sont des gens qualifiés. Alors, ça veut dire que dans ce premier temps, on a des personnes qui veulent venir, qui sont qualifiées, et on voit quel rythme est réservé à ces gens-là. Et dans un autre temps, vous avez des personnes qui ne peuvent pas venir de façon régulière parce qu'il y a des problèmes. Et on ne donne pas de visa de visiteur et c'est difficile pour les permis d'études, c'est difficile pour les travailleurs qualifiés. Les gens trouvent le moyen de venir par l'autre catégorie qui est de demandeurs d'asile. Ils arrivent ici, ils sont venus. Alors on va faire parler un peu. J'ai l'impression que la jonction ne se fait pas, c'est-à-dire que les hommes politiques qui font des politiques ne continuent pas le travail auprès des employeurs et des Québécois qui sont parfois étonnés de voir beaucoup de gens venir. Et on entend dire, mais ils viennent pour prendre notre pain. Il faut dire des choses comme elles sont. Mais quand on regarde un peu à la loupe, on peut dire aussi, en exagérant un peu, mais que le fameux Québécois qui dit, ou bien le fameux Français, le fameux Américain qui dit que tu viens prendre mon pain, mais peut-être le pain, le blé est boulanger ailleurs aussi. Il faut le savoir.
On a mentionné, vous avez mentionné la guerre au Congo. Mais la guerre, on ne voit que les gens qu'on massacre. Mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière, qu'il y a des entreprises canadiennes, des entreprises françaises, des entreprises américaines qui vont exploiter des minerais dans ces pays-là et qui aident, n'est-ce pas, à cette société de progresser sur le plan économique. Les téléphones portables que nous avons tous là, vous savez que ces téléphones portables, mais c'est fait à base de coltan. Et ce coltan n'est trouvé qu'au Congo, fondamentalement. Mais enlevez un peu ce coltan à toutes ces entreprises ici. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc je crois que, madame la députée, il faut qu'on prenne du courage à se convaincre, parce que les politiques canadiennes sont convaincus, québécois sont convaincus qu'il y a une résistance, vous l'avez dit vous-même, il y a une résistance des entreprises. Alors, imposer la politique des quotas. Merci. C'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une réponse aussi des autorités publiques qui, eux, c'est eux qui détiennent en fait, c'est eux les leviers en quelque sorte. S'il y a une chape de plomb et qu'ils n'ont pas la capacité de casser, de briser ces obstacles, on fait du surplace. Parce que ça devient de l'hypocrisie en quelque sorte. Des gens qui viennent nous dire, il faudrait que les choses se fassent beaucoup plus concrètes là, et c'est ça. J'ai utilisé le terme coercitif tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait de la coercition, qu'il y ait un suivi, que ce soit à partir du bureau de l'immigration au Québec. Pour moi, ça avait été à Paris, à la Boétie. Ça commence là-bas. Une fois qu'on fasse le suivi, qu'on impose aux employeurs et qu'on aille voir de plus près si les choses se font comme il se doit et que des sanctions soient prises. C'est ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose de caché, les choses se font de façon dissimulée. On n'est pas dupe, on le sait très bien comment ça se passe. Donc, j'ai fait toutes mes études ici, j'ai très bien travaillé, j'ai 3 enfants, une mère, on est métissés, donc totalement intégré. Mais je dois vous dire que encore aujourd'hui, je me sens comme un demandeur d'asile. Et je me sens demandeur d'asile alors que je suis canadien. J'étais naturalisé. Et si à chaque fois, madame, croyez que la question de la charte des valeurs, ou les valeurs québécoises revient en surface, que tout d'un coup, il y a cette résurgence comment dirais-je, je ne veux pas utiliser le mot raciste, malgré que je l'ai utilisé, mais d'intolérance. Et je peux vous dire, en 2013, j'ai été agressé sur la base que je ressemblais à un arabe. Je pense qu'on aurait trouvé un espace de médiation entre tous les Québécois pour au moins se dire qu'il y a ce consensus dans la population. Je vais te dire comme je le pense, je vais être très honnête. Je pense qu'il y a des gens qui ça fait l'affaire de maintenir le climat de chicane là-dessus. Ça fait l'affaire à un certain coût. Ça fait l'affaire de garder ce climat-là et de le garder actif. Et ça permet justement qu'on continue à en parler. Si on avait réglé il y a plus d'1 an maintenant, même 2 ans, cette chose qui est la Charte des valeurs transformée en Bouchard-Taylor, je pense qu'on aurait définitivement enterré une grande partie de ce sujet-là. À l'inverse, le gouvernement a proposé une consultation sur le racisme systémique. Chose que moi j'ai combattue parce que je ne crois pas que le racisme est constitué en système au Québec. Il y a du racisme. Tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il est fait en système? Non, pas selon nous. Et quand je regarde l'acuité qu'on a eue au niveau de la presse, au niveau des commentateurs en général, et même des personnes de plein de communautés ont été d'accord en disant non, il n'y a pas de racisme systémique. Et c'est pas de ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de se parler comment on met le monde à l'emploi. Bon, à présent, on va passer à monsieur... L'immigration, un très grand sujet. Un très grand sujet. En fait, il se divise, selon moi, il y a 3. En fait, il y a 2 façons d'immigrer. En fait, il y a deux définitions de l'immigration. Il y a l'immigration objective et l'immigration absolue, qui se divisent en fait en 3 sections. L'immigration qui est un fléau, l'immigration qui est une catastrophe, les deux je les mets ensemble, et l'immigration qui est un atout. Ça, j'aime beaucoup, l'atout. Maintenant, l'immigration fléau et catastrophe. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'immigration absolue. Pourquoi absolue? Parce que
Les gens sont déterminés. Ils veulent absolument partir. Ils veulent quitter leur terre ancestrale pour se rendre. Quelquefois, ils ne savent même pas où aller. Ils disent, on s'en va. Et ils s'en vont. Alors, quelquefois, ça les amène très loin. Je vais vous expliquer un peu plus tard où est-ce que ça les amène. L'immigration, en fait, c'est un phénomène sans solution encore à ce jour. Et c'est toujours en perpétuelle évolution. Les gens se déplacent tout le temps. Ce phénomène est politiquement lié au fait que des sociétés, les multinationales que nous connaissons, on en citera quelques-unes, pour des raisons économiques, en complicité malheureusement avec leurs gouvernements respectifs, on va dire, dans le cas du Canada, il y a tellement de sociétés au Congo, en RDC, qui multiplient des actions pour entretenir la guerre afin de continuer à ramasser à vil prix du coltan, de l'uranium. L'immigration, c'est bientôt terminé. L'immigration objective. L'immigration objective, en fait, c'est le fait que moi, j'ai choisi de venir au Canada. J'ai choisi. C'est généralement, quand nous venons ici, nous avons minimum secondaire 5 quand on vient ici. Minimum, quand on a l'âge de nos enfants là, on a à peu près la secondaire 5. Ceux qui arrivent encore un petit peu plus, comme il n'y a pas de diplôme intermédiaire, d'autres viennent avec un DEUG, diplôme d'études universitaires générales. C'est mon cas. D'accord? Et ensuite viennent ceux qui viennent avec les licences et tout ça. Ça, c'est l'immigration objective. Les gens qui ont choisi de venir pour y travailler, pour y étudier, pour y vivre. Maintenant, les atouts. On est obligé. L'immigration est associée à l'intégration. Bonjour, je m'appelle Marina. Je reviens sur le thème qui, moi, je trouve très intéressant. Immigration, intégration et diversité culturelle. Je vais aller sur deux phases. La première phase, je suis moi-même immigrant depuis plusieurs années. Je suis arrivée au Québec, je n'avais rien. Et aujourd'hui, j'ai une famille. Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire des pieds et des mains pour en arriver là où j'ai pu arriver. Et à un moment donné, je prends un peu le témoignage de M. Ounana, M. Madame la députée, Madame Poirier, et un peu tout le monde, pour juste revenir sur le fait que je prends un peu l'immigration comme un service après-vente. Oui, on a beaucoup parlé des réfugiés qui arrivent, des problèmes en Afrique. Ça, ce n'est pas des choses à méconnaître, surtout quand on est passé par là, on sait de quoi on parle. Une fois, je m'amusais à dire à un policier, ici, je dis, t'as déjà entendu un coup de canon? En vrai, là, le vrai. Pour ceux qui ont vécu des guerres en Afrique, ils savent ce que c'est. C'est pire que les tonnerres, c'est pire que les feux d'artifice, là qu'on entend, qui parfois peuvent être peurants. Où on ne sait pas si on dort, on va se réveiller demain. Ça, c'est un élément à ne pas méconnaître. Mais quand je parle de service après-vente, que ce soit immigrant, comme M. Nana qui est venu de France, avec tout son bagage, que ce soit celui qui finalement s'intègre ou qui est venu en tant que réfugié, qui finalement finit par être résident permanent, parce que là on quitte maintenant l'étape de réfugié. On quitte l'étape d'immigrants qui arrivent en situation précaire, parce qu'on finit pour une bonne partie par devenir résident et par la suite devenir canadien. Donc quand je parle de service après-vente, là, ok, tu es passé par tout le processus difficile, maintenant c'est la vie au Québec. Et tout ce qui s'ensuit. En matière d'immigration, pour parler un peu de manière politique, en matière d'immigration, l'emphase est mise sur le pendant, avant et pendant. Comment les gens doivent arriver, comment ils doivent avoir un permis de travail, tout ce processus, ils doivent obtenir leur résidence permanente. La suite, le service après-vente, là, n'est pas assuré. Dans quel sens? Il y a beaucoup de... Nous venons de nos pays respectifs, nous avons des cultures, nous avons des habitudes, très bonnes, communautaires, solidaires. Mais parfois on a du mal à les adapter ici. Mais nous avons aussi des mauvaises habitudes.
on arrive au Québec, surtout en tant que réfugié, beaucoup veulent avoir la protection du Canada. C'est bien, du Québec, enfin, du Canada. Mais une fois qu'on est au Canada, on devient nous-mêmes les bourreaux de nos propres frères. Donc, tout à l'heure, le frère de M. Bani, a parlé de les dictateurs, nanana. Mais nous-mêmes, dans la communauté au Québec, on est les dictateurs de nos propres frères. On est les pilleurs de nos propres frères. Et le service après-vente, c'est qu'au niveau de l'immigration, une fois que tu es rentré là, le reste, débrouille-toi. Il n'y a pas de loi. Il y a les personnes qui sont déjà implantées. Il y a personne qui recueille leur témoignage pour savoir, au fait, est-ce que ces communautés, les femmes, les enfants, ne vivent pas certaines... Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les médias, mais il y a beaucoup de non-dits aussi. Ou, quand les gens veulent s'exprimer, ils ne savent pas où aller réellement s'exprimer. Comment peut-on avoir des propositions de loi pour dire on propose ci, on propose ci, on propose ça, quand à un moment donné, on n'a vraiment pas... on a parfois certaines réalités qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui on peut aller voir à l'Assemblée, qui on peut, genre pour juste avoir un répertoire de situations qui sont parfois des naufrages d'immigration. Il y a des immigrants là, qui sont devenus canadiens, mais qui vivent le naufrage, le chaos total. Pire que quand ils étaient dans leur pays, en train d'entendre des coups de feu. Ça, c'est un élément où je me dis, c'est bien les propositions, mais derrière tout ça, quelle est la protection que ceux qui sont plus réfugiés, qui sont maintenant intégrés, ils n'ont pas de protection. Dans le sens où il y a certaines réalités que les communautés vivent, qui ne se disent pas tout haut, parce qu'il y a ce côté culturel aussi, et qui font très mal. On a parlé de l'employabilité des femmes, mais les femmes, elles ne vont pas juste travailler pour nourrir leurs enfants. Elles ne vont pas juste travailler pour se vêtir, mais elles doivent travailler parce qu'elles ont des perspectives d'avenir, parce qu'elles aimeraient être des chefs d'entreprise, elles aimeraient se lancer en affaires, elles aimeraient avoir de l'impact au niveau social. Mais quand il y a anguille sous roche, et que ces femmes vivent des difficultés, de violences extrêmes, qui ne sont dites nulle part, qui ne sont écoutées nulle part, comment voulez-vous que ces femmes deviennent des chefs d'entreprise? Comment voulez-vous que ces femmes deviennent des promoteurs? Comment voulez-vous que ces femmes puissent s'affirmer, être dans des conseils d'administration, quand déjà elles vivent des situations très difficiles qui les humilient et il n'y a personne pour les soutenir? Ça, c'est au niveau des politiques. Au niveau des communautés en tant que telles, oui, on parle de l'employabilité, on ne se fait pas embaucher, nanana, mais il y a une chose aussi qu'on doit comprendre en tant que ancien immigrant, Canada, enfin, tout le monde passe par ce processus-là. Il y a un problème aussi d'intégration. Il y a un problème aussi d'humilité. L'intégration, je m'explique, dans la mesure où, au Québec, on peut autant se faire embaucher que autant se mettre ensemble en communauté, comme font d'autres communautés, et avoir de l'impact dans la société. L'employabilité, ce n'est pas juste je travaille à telle place, je me suis fait embaucher à telle place. Peut-être que j'ai quelque chose de très fort qui peut faire que je me dis, wow, je peux partir d'une coopérative, je peux partir à un organisme à but non lucratif pour être au service des autres. Et c'est une forme aussi d'entrepreneuriat parfois qui est très méconnue. Je travaille dans le domaine, je sais de quoi je parle. Et quand je vois tout ça, je me dis oui, parfois, oui, nous avons nos diplômes, mais nous avons aussi des valeurs. Mettons ces valeurs au service de la communauté. Renseignons-nous, créons, comme a parlé monsieur... quelqu'un a parlé de réseautage, parce que parfois, on se connaît, mais il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, et les gens, parfois, ne sont pas toujours à l'afflux des informations, où on se dit, ben, tel monsieur, je le connais, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, telle madame, je la connais, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre. Oui, mais peut-être qu'elle va te donner une information qui te permettra d'aller de l'avant. Prenons aussi l'habitude de recueillir les témoignages des uns et des autres. Moi, je me rappelle encore, il y a quelques années, je travaillais à Ribot, enceinte de 7 mois, je travaillais debout. Je ne savais pas de quoi étaient faits mes lendemains. Mais parfois, c'est des témoignages aussi qu'il faut partager dans nos communautés. C'est les témoignages aussi que les autres personnes doivent entendre pour comprendre que si l'autre est arrivé là, parfois il est passé par un chemin ambigu. Mais le témoignage des uns et des autres peuvent aider ceux qui arrivent à
se prendre en main et se dire, ok, j'ai quelque chose à donner à la société, qu'est-ce que je peux donner? Je félicite tout ce qui est mis en place, les organismes qui sont mis en place à gauche, à droite, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le dernier point que je voulais juste évoquer, ce qui n'est pas aussi enseigné aux immigrants qui arrivent, je travaille dans le domaine bancaire, c'est l'histoire du crédit. En tant qu'immigrant, si on ne t'explique pas c'est quoi le crédit, c'est quoi avoir un mauvais crédit, c'est quoi avoir un bon crédit, c'est quoi les impacts positifs et négatifs en ce qui concerne matière de crédit, le Québec, qui était une belle terre d'immigration, devient une terre de naufrage. Malheureusement, les communautés qui arrivent ne sont pas réellement renseignées avant de se mettre sur ce point. Il y a moins d'informations, il y a moins de sensibilisation, et on assiste parfois à des cas au point où la personne est arrivée au Québec, elle espérait avoir une vie meilleure. Malheureusement, étant sous-informée à ce niveau-là, elle se retrouve à finalement ne jamais atteindre son objectif. C'était là mon intervention. Merci. Maintenant, on va passer à Mme la députée pour le mot de la fin. Je vous ai bien entendu. Je commencerai par cela. Je pense que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est ce besoin d'information, c'est ce besoin de réseautage, c'est ce besoin de partage. Maintenant, je vais remettre la parole à un homme qui est un acteur politique au Canada et au Congo. Il est aussi l'un des organisateurs de cette conférence. Accueillons chaleureusement M. Sosten Samba. Excellence, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les intervenants, le moment qui nous a réunis à nouveau cet après-midi à l'occasion de la première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle est de dresser le bilan de notre intégration dans ce pays. Je crois ne pas trahir le sentiment d'un plus grand nombre ici en affirmant que cette journée d'initiation, d'échange et de réflexion fut un réel succès. Je suis heureux que tous les intervenants inscrits, malgré les lourdes charges, aient honoré d'une présence attentive à cette conférence et qui ont animé ces échanges. Je pense ici à M. Claude Léovic Bani, Bertrand Onana, Georges Goma qui est parti, Maître Saint-Pierre. Je me réjouis de l'attention que vous avez portée aux différentes activités. Elle témoigne de la qualité de la formation et des débats qui vous ont été proposés. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants qui, bénévoles de leur temps, nous ont guidés tout au long de cette journée. Je salue également la qualité et le professionnalisme gracieuse ici à Radio-Canada et CGB 24 TV Universel qui ont grandement contribué à faire de ces séminaires un succès. J'espère tous et toutes aujourd'hui tenir ce fil d'Ariane qui vous permettra demain peut-être de vous lancer avec un peu d'assurance, de conviction, de détermination dans le labyrinthe de la toile et dans le marché du travail. Merci mesdames et messieurs pour votre présence. Merci à vous Madame Carole Poirier, députée de Hochelaga Maisonneuve, pour votre présence, symbole d'une harmonie toujours renouvelée entre votre travail et le progrès de la société. Merci d'avoir répondu massivement présent à cette première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Merci à tous d'avoir contribué bénévolement à cette réussite. Merci à toute l'équipe d'organisation, maître de cérémonie, Mélanie, merci beaucoup, et au protocole aussi. Je tiens également à remercier le public pour sa participation très active et à sa contribution d'un grand intérêt pour animer nos débats. Les discussions et échanges ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois les étapes que nous avions déjà franchies, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir en fédérant au mieux nos efforts. Excellence Madame la députée, Messieurs, Mesdames, avant de clore cette conférence, permettez-moi d'ajouter quelques mots encore. Nous pouvons certes être fiers de nos accomplissements, mais il nous faut surtout nous tourner vers l'avenir et centrer notre attention sur nos futures tâches
qui doivent s'inscrire dans une plus large perspective, celle d'une importante contribution à l'immigration, à l'intégration et à la diversité culturelle. Je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer que l'année prochaine, à cette même date, aux mêmes heures, que nous allons organiser notre espace d'échange débat sur le développement, sur un forum qui va parler de l'immigration positive au Québec, mais aussi de la place de la femme immigrante ici au Québec. Le paradigme de ce genre et de développement qui met en exergue l'autonomisation de la femme, l'accès accru des femmes aux sphères de la prise de décision et autres mesures d'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que la discrimination, appelle une action bien coordonnée émanant d'une politique stratégique claire. Le forum de débat sur l'immigration positive au Québec et la place de la femme immigrante dans la société contribuera à la définition des moyens appropriés permettant de tirer le meilleur parti des avantages que présente l'immigration pour le développement et de réduire au minimum les effets indésirables. Tout au long de cette conférence, vous avez débattu de manière substantive des nombreuses opportunités que l'immigration offre aux sociétés d'accueil, aux pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Vous avez également abordé les défis qu'elle pose. Cette conférence révèle donc une importante capitale et les résultats de vos assises constituent avec ceux des autres travaux préparatoires d'importantes contributions aux discussions qui déboucheront sur l'organisation de cette conférence, l'année prochaine bien sûr. Vous avez souligné tout au long de cette conférence que les migrations internationales accompagnées des politiques voulues peuvent être profitables au développement tant dans les pays d'où viennent ces migrants que dans ceux où ils arrivent. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous et à toutes, et surtout aux femmes ici présentes, tous nos sincères remerciements et d'exprimer mes vives félicitations pour la forte mobilisation et participation active à cette conférence. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention et par ces mots, je clore la première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Je vous remercie.